Chère comtesse, ici la comtesse ASMR et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de Le Horla de Guy de Maupassant. Alors je vous souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à mettre un j'aime et un commentaire, ça aide la chaîne. C'est parti. Un être nouveau. Pourquoi pas? Il devait venir assurément. Pourquoi serions-nous les derniers? Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre qui vit comme une plante et comme une bête, en se nourrissant péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses? Pourquoi pas un de plus? Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières? Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau? Ils sont quatre, rien que quatre, ces pères nourriciers des êtres. Quelle pitié! Pourquoi ne sont-ils pas 40, 400, 4000? Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avaramment donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce, le chameau, que d'élégance. Mais direz-vous, le papillon, une fleur qui vole, j'en rêve un qui serait grand comme 100 univers, avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et ravis. Qu'ai-je donc? C'est lui le Horla, qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme, je le tuerai. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table, et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près, que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors, j'aurai la force de désespérer. J'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes 2 lampes et les 8 bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin. Après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de la terrer, derrière moi une très haute armoire à glace, qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc, je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face, moi. Je voyais le grand verre limpide du haut en bas, et je regardais cela avec des yeux affolés. Et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le cœur imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur. Puis voilà que tout à coup, je commençai à m'apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Et il me semblait que cette eau glissait de gauche à
précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque, s'éclaircissant peu à peu. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu, l'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. 20 août. Le tuer. Comment? Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison, mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible? Non, non, sans aucun doute. Alors, 21 août. J'ai fait venir un serrurier de Rouen et lui commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs. Il me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre. Rouen, hôtel Continental. C'est fait. Mais est-il mort? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, et bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie folle m'a saisi. Je me suis levée lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devinât rien. Puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas, dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédai pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebâillai, tout juste assez pour passer, moi, à reculons, et comme je suis très grand, ma tête touchée au linteau. J'étais sûre qu'il n'avait pu s'échapper et je l'enfermai, tout seul. Quelle joie! Je le tenais. Alors, je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allai me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers. Comme ce fut long, tout était noir, muet, immobile. Pas un souffle d'air, pas une étoile, des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesaient sur mon âme si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais. Comme ce fut long, je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, ou qu'il l'avait éteint lui, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie, et une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler, il me sembla que le jour se levait. 2 autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et 2 mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques, je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours, au secours, au feu, au feu !» Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où il brûlait aussi. Lui mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu, et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. Mort, peut-être, son corps que le jour traversé n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres? S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a pris
prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée? La destruction prématurée, toute l'épouvante humaine vient d'elle, après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va donc falloir que je me tue, moi. Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tué, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe il et elle, leur amour seul m'importe, et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit, ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour comme apparaissait aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel. Je suis né avec tous les instincts et les sens de l'homme, primitif, tempéré par des raisonnements et des émotions de civilisé. J'aime la chasse avec passion, et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à le faire défaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Roville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin, gaillard de 40 ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brute aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme château dans une vallée où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles, quelquefois, et les oiseaux de passage. Ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps demeurés là pour leur servir d'abri à leur courte étape nocturne. Dans la vallée, c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies. Puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates, conduites et dirigées avec des perches, passaient muettes sur l'eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeaient les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement. J'aime l'eau d'une passion désordonnée. La mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder. Les rivières si jolies mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont. Et les marais surtout, où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c'est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage. Ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de morte, ou bien encore l'imperceptible clapotement si léger, si doux, et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marées à des pays de rêve, à des pays redoutables cachant un secret inconnaissable et dangereux. Non, autre chose s'en dégage, un autre mystère, plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être, car n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrit au jour le premier germe de vie. J'arrivai le soir chez mon cousin.
perchés sur des branches accrochées par des clous. Éperviers, hérons, hiboux, en coulevent, buses, tiercelets, vautours, faucons. Mon cousin, pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, vêtu d'une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même. Nous devions partir à 3h30 du matin, afin d'arriver vers 4h30 au point choisi pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour. Ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la tord comme des tenailles et la brûle comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. Je n'ai jamais vu une gelée pareille, disait-il. Nous avions déjà 12 degrés sous zéro à 6 heures du soir. J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À 3 heures sonnantes, on me réveilla. J'endossai à mon tour une peau de mouton, et je trouvai mon cousin Karl, couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun 2 tasses de café brûlant, suivis de 2 verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens, Plongeon et Pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacée jusqu'aux os. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de froid. L'air gelé devient résistant, palpable, tant il fait mal. Aucun souffle ne l'agite. Il est figé, immobile. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi comme lui sous l'étreinte du froid. La lune, à son dernier quartier, toute penchée sur le côté, toute pâle, paraissant défaillante au milieu de l'espace, et si faisable qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel. Elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde, cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois, à la fin de sa résurrection. Nous allions côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras, nos chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée, ne faisaient aucun bruit, et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançaient à travers cette forêt basse. Nos coudes, frôlant les longues feuilles en ruban, laissaient derrière nous un léger bruit, et je me sentis saisie, comme je ne l'avais jamais été, par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages. Il était mort, celui-là, mort de froid, puisque nous marchions dessus, au milieu de son peuple de joncs desséchés. Tout à coup, au détour d'une des allées, j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri. J'y entrai, et comme nous avions encore près d'1 heure à attendre le réveil des oiseaux errants, je me roulai dans ma couverture pour essayer de me réchauffer. Alors, couché sur le dos, je me mis à regarder la lune déformée, qui avait 4 cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire. Mais le froid du marais gelé, le froid de ses murailles, le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser. Mon cousin Karl fut pris d'inquiétude. « Tant pis si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui, dit-il. Je ne veux pas que tu t'enrhumes, nous allons faire du feu. » Et il donna l'ordre au garde de couper des roseaux. On en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée, et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre, doucement, à peine, comme si ces pierres de glace avaient sué. Karl, resté dehors, me cria « Viens donc voir !» Je sortis et je restai éperdu d'étonnement. Notre cabane, en forme de cône, avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu, poussé soudain sur l'eau gelée du marais. Et je vais m'arrêter ici pour cette partie, mais je vous dis à très bientôt pour la partie 4, donc la suite qui sera la suite de cette nouvelle de Chasseur. Merci pour votre écoute. Donc là, c'est la page 43.
Et on arrive à la fin du Horla. Donc cette nouvelle mystérieuse et étrange dont on ne connaîtra pas la fin. Était-ce un monstre? Était-ce la folie qui fait que notre personnage principal a mis feu à sa maison et à ses domestiques par la même occasion et qui fait de lui un criminel finalement? Nous ne le saurons jamais et nous allons plonger dans une deuxième nouvelle qui a été publiée dans l'heure là également, mais qui n'est pas la suite, c'est une nouvelle à part qui s'appelle Amour, 3 pages du livre d'un chasseur. C'est parti.